Cela a commencé par des raids aériens, des bombardements. Ça s'est poursuivi par des actions terrestres. Des blindés qui franchissent la frontière arrivent aux portes de Kiev. Des combats sur le site de Tchernobyl. Ce jeudi 24 février, la Russie a envahi l'Ukraine. À l'heure où nous réalisons ce programme, il est encore difficile d'établir un bilan de cette première journée d'offensive. L'armée russe annonçait à la mi-journée avoir détruit 74 installations ukrainiennes, dont 11 aérodromes. Côté ukrainien, on affirmait avoir opposé une farouche résistance et abattu des hélicoptères russes. On parle de plusieurs dizaines de morts, peut-être plusieurs centaines. Des combats, donc, alors que Vladimir Poutine avait appelé les soldats ukrainiens à déposer les armes. Si on se limite au strict plan militaire, c'est vrai que la supériorité russe ne fait pas beaucoup de doute. 150 à 200 000 soldats sont mobilisés dans cette opération avec des équipements modernes et l'expérience de combats récents, notamment en Syrie. En face, il y a à peu près le même nombre de soldats ukrainiens, mais qui n'ont ni le même degré d'entraînement, ni le même équipement. Nous nous efforçons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine. C'est ce qu'a lancé cette nuit Vladimir Poutine dans son allocution télévisée qui annonçait l'opération. La référence au nazisme est évidemment une rhétorique de propagande qui nous renvoie à la période 39-45, quand l'Union soviétique, ça a effectivement, c'est vrai, plus que largement contribué à la défaite du Troisième Reich. Mais cette comparaison est malgré tout choquante, parce que les Ukrainiens, à la défense de l'Allemagne d'Hitler, ne sont pas les agresseurs. C'est au contraire leur territoire qui a été grignoté sous nos yeux avec l'annexion de la Crimée ou la sécession de républiques séparatistes. Et il faut que les mots gardent du sens. Il n'y a pas eu de génocide dans ces républiques russophones et Vladimir Poutine va avoir du mal à nous prouver le contraire. Le temps des sanctions graduelles est révolu, affirmait cet après-midi à la Chambre le Premier ministre Alexander De Croo, haussant le ton donc, annonçant à demi-mot ce à quoi tout le monde s'attend maintenant, c'est-à-dire des mesures de rétorsion économique, l'arrêt d'exportations sensibles, peut-être même un embargo sur des produits russes. Si nous n'agissons pas, Poutine ne s'arrêtera pas à compléter le Premier ministre. Car même si l'Ukraine, c'est vrai, n'est pas membre de l'OTAN, ce qui vient de se passer aujourd'hui revient à dresser un mur de fer au centre de l'Europe, avec d'un côté les pays de l'OTAN qui mobilisent leurs troupes et s'apprêtent à accueillir des réfugiés, et de l'autre la Russie ou le Bélarus qui tour à tour bombe le torse, menace ou joue les victimes en niant toute responsabilité dans l'escalade en cours. Tous les enfants de la paix, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas connu 39-45, ressentent ce soir au sein de l'Union européenne une sorte de gueule de bois, un brusque rappel à la réalité militaire. Car quand les commentateurs évoquent un retour à la guerre froide, ils sont en dessous de la réalité. Il n'y a rien de froid dans ce qui vient de se passer aujourd'hui. C'est brûlant, au contraire, et c'est toute l'Europe qui risque de s'enflammer. Bonsoir à tous. Dans une dizaine de minutes, nous serons en ligne avec le professeur Tanguy Destreuil, professeur de Relations internationales à l'UC Louvain. On essaiera de comprendre avec lui ce qui s'est passé en Ukraine et surtout ce qui pourrait se passer au niveau des relations internationales dans les jours à venir.